613e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors dans le contexte épidémique et par l'effet des mesures de plus en plus contraignantes que nous devons subir, comment sentez-vous l'état psychologique du pays? Je crois que les Français commencent à être un peu lassés tout de même de cette épreuve qui dure longtemps. Souvent, les épreuves de la vie vous heurtent par leur brutalité et leur imminence. Alors que là, il s'agit d'un long parcours assez décevant parce que les résultats ne sont pas évidents aux démarches qui sont tentées, aux mesures qui sont prises, et on est toujours quand même dans l'attente de ce que veut ce qu'on appelle la Covid. Je ne sais pas pourquoi on dit la Covid au lieu de le Covid, mais enfin c'est comme ça. Alors, il est certain que ça absorbe l'essentiel de la vie publique. On ne parle plus que de cela. Le matin, le soir, les injections, les piqûres, les réactions, les tendus, les chiffres, les décès, etc. Tout cela plonge le pays, me semble-t-il, dans un climat hospitalier qui n'est pas exactement le reflet de la vie, ni surtout de l'activité, de l'espoir. Bien sûr, beaucoup de Français continuent heureusement de travailler, de pouvoir travailler, mais il n'en reste pas moins que c'est une charge, une épreuve que nous devons surmonter et qui est une épreuve mondiale. À la vérité, elle touche tous les pays avec plus ou moins de violence. Nous, évidemment, comme d'habitude, nous avons toujours un métro de retard, enfin notre gouvernement a un métro de retard sur tous les sujets, que ce soit les masques, que ce soit les tests, que ce soit la fourniture du vaccin, enfin bref. Tout ça, nous connaissons tout ça, c'est la France, qu'on tripote, c'est toujours un petit peu amateur, enfin bref, c'est comme ça. Et nous le prenons nous avec une certaine philosophie, mais ayant été atteint par le virus dès le début, j'espère, des anticorps suffisamment efficaces, mais après tout, ça me donne le temps d'attendre peut-être le Spoutnik. Il semble qu'on n'ait pas très envie de l'importer chez nous. Je ne sais pas pour quelles raisons, et peut-être des raisons politiciennes certainement, ce que je trouve assez déplorable parce que je le crois à la fois simple et efficace. Si vous deviez vous faire vacciner, vous opteriez pour celui-là? Oui, j'attends un peu pour ça d'ailleurs le Spoutnik, qui va bien finir un beau jour par être admis par nos autorités sanitaires et peut-être aussi par nos autorités politiques. La France a pris du retard parce qu'elle a voulu toujours passer obstinément par l'Union européenne. Oui, mais c'est un exemple catastrophique, mais enseignant de l'inutilité, en tous les cas de la fragilité des ambitions européennes, qu'il y ait une coordination entre les différents pays européens. Cela est souhaitable. Je souhaiterais même que ça s'étende à tous les pays de l'arc boréal, qui va de Vladivostok à Gibraltar, et qui comprend bien sûr les pays slaves de l'Est, en même temps que les pays de l'Union européenne. Et je pense que, parce que nous allons recevoir le choc de l'immigration massive consécutive à l'explosion démographique du monde, dont je rappelle toujours qu'il est passé de 2 à 8 milliards d'habitants en l'espace de 50 ans, et qui est en explosion exponentielle. Par conséquent, les conséquences vont en être dramatiques pour tous les pays, et particulièrement pour les pays qui étaient déjà frappés par la pauvreté et par la misère, ce qui provoquera des mouvements de population considérables, et bien sûr l'ambition de gagner les pays qui ont la réputation d'être encore relativement prospères.
Et est-ce que la France est prête à faire face à ces vagues migratoires? Mais je ne crois pas du tout. D'ailleurs, elle devrait prendre dans l'immédiat des dispositions législatives, enfin juridiques. À savoir, il faudrait supprimer les voies d'entrée qui facilitent l'immigration massive, c'est-à-dire le droit du sol, le droit d'asile, bien sûr. Le regroupement familial. Le regroupement familial, toute cette législation qui, évidemment, facilite l'entrée des étrangers chez nous et aggrave la difficulté que nous avons à les renvoyer chez eux. Il est très difficile d'expulser concrètement des non, il faut clandestins. pour cela que les futurs immigrants soient convaincus d'une chose, c'est qu'ils n'ont rien à attendre de bénéfique de la part de nos pays, qu'ils ne peuvent le faire déjà pour les leurs, par conséquent, par un réflexe naturel de la vie, consacreront leurs efforts à leur population avant de penser à la population mondiale pour laquelle nous avons la plus grande sympathie. Donc il faudrait réserver les aides sociales aux nationaux. En particulier, ouais. il faut absolument nationaliser, mobiliser l'opinion, parce que le choc qui va, le choc durable, parce que cette immigration massive est en même temps brutale, mais elle est sur un long temps. Par conséquent, on ne s'en rend pas immédiatement compte. On ne s'en rend compte que par les conséquences maléfiques que cette immigration massive entraîne dans la marche du pays. Et c'est également une immigration conquérante, notamment dans l'islamisme et ses ravages. Mais oui, d'autant qu'en effet, quand elle est islamique et elle l'est majoritairement, eh bien, elle a des conséquences politiques gravissimes et elle fait courir au pays des risques de déstabilisation et de troubles qui peuvent être graves. Et démographiquement, un risque de disparition. Oui, d'autant qu'il y a une nouvelle mauvaise qui est arrivée, c'est le niveau démographique français de cette année, qui est très mauvais, pour des raisons qui sont peut-être liées au stress, à l'inquiétude. Comment dirais-je, à la maladie, mais si nous ne réagissons pas, nous sommes condamnés à la submersion. On aurait pu penser que le confinement aurait au contraire accru les naissances. Le confinement a quand même de gros inconvénients, c'est qu'il arrête l'activité économique du pays avec des coûts considérables, et d'autant que je pense que le port du masque, l'isolement des citoyens, même quand ils sont en bonne santé, par prudence, va avoir des conséquences sociologiques, sociétales, très difficiles à apprécier et qui peuvent être considérables. Psychologique, on a enregistré une grande augmentation des consommations d'antidépresseurs, des dépressions, des suicides. Oui, bien sûr, c'est sûr, et ce n'est qu'un début, ça, parce que les conséquences peuvent en être beaucoup plus importantes, beaucoup plus graves, mais que comme très souvent dans le cas des pathologies, on ne s'en rendra compte que quand ce sera irréversible. Alors il y a des innovations quand même. Au revoir l'École nationale d'administration, la célèbre ENA, qui est remplacée par l'Institut du service public. Que vous inspire la suppression de l'ENA? Oui, ça me paraît être une manœuvre assez subalterne et sans efficacité. Je crois que le mode de sélection des hauts fonctionnaires doit obéir à une règle impérative qui passe par-delà toutes les considérations, y compris le respect de la diversité, c'est le concours. C'est la qualité intellectuelle qui doit sélectionner les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires. Cela étant, la réforme de base fondamentale qu'il faudrait établir dans un pays qui est dominé totalement par la haute administration, c'est de contraindre les fonctionnaires à s'abstenir aux élections d'être candidats.
ne pourrait pas être candidat, qu'elle soit législative, présidentielle ou autre. Les hauts fonctionnaires ne peuvent pas se présenter aux élections. Voilà. Ils ne sont pas éligibles. Et cette séparation entre l'organe d'exécution, souvent de grande qualité, encore que nous avons un trop grand nombre de fonctionnaires, eh bien, rétablirait, me semble-t-il, un équilibre démocratique réel. Alors il y a un débat à l'Assemblée en ce moment sur la fin de vie. Le romancier Michel Houellebecq déclare « Une civilisation qui légalise l'euthanasie perd tout droit au respect ». Vous qui avez été toujours un grand défenseur de la vie, de la conception à la mort naturelle, quelle est votre position sur le sujet? Je me méfie des formules simples pour des problèmes complexes. Je dois dire que, étant entendu que la décision doit rester entre les mains ou dans l'esprit de chaque individu responsable de son destin terrestre et céleste, et personnellement, je dois dire que je ne suis pas hostile à une législation qui permettrait, dans certains cas bien précis, de maladies irréversibles et douloureuses, mais oui, vous m'aimez bien, ça c'est très bien, voilà. Qui permettrait tout de même le respect des valeurs morales et en même temps le respect aussi des évidences humaines et de la douleur quelquefois terrible qui frappe certains malades. Il y a parfois tendance à ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Oui, voilà. Ce que je crois, c'est que chacun doit être capable, à un moment donné, quand il est capable, de dire s'il souhaite continuer à lutter malgré la douleur ou s'il fait confiance à la nature et à ses douleurs. Vous n'avez pas peur, vous ne craignez pas que ces nouvelles lois accroissent ce qu'on appelle la culture de mort? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit... Non. Rien n'empêche d'ailleurs quelqu'un de se suicider. Oui. Par conséquent, je ne vois pas. Non, je ne crois pas. Je pense que c'est un sujet difficile. Je sais que les religions ont sur ce sujet des attitudes morales respectables et fondamentales. Mais je crois qu'on peut admettre une exception qui est celle tout de même d'abréger des souffrances insupportables. Alors nous restons dans le domaine de la mort, puisque nous apprenons aujourd'hui même la disparition, le rappel à Dieu du prince Philippe. Vous vouliez vous exprimer à ce sujet? Ah oui, d'ailleurs on dit qu'il a 99 ans, moi je dis qu'il a 100 ans. Oui, à 2 mois près. Parce qu'il aurait 100 ans révolus dans 2 mois. Oui. Et il est dans sa 100e année, il en a fait déjà 10 mois sur 12. Bon, donc pour moi c'est un centenaire. J'ai toujours apprécié l'élégance de cette personnalité politique britannique. Élégance physique, vestimentaire, comportementale, morale. En quelque sorte, le spectacle de ce couple qui dure depuis 75 ans, qui est né de l'amour tout de même de la petite jeune fille, très jeune, qu'était la princesse Elisabeth, pour le bel officier de marine, parce que là aussi, c'est hautement symbolique. Le prince Philippe est un officier de marine. Et en Angleterre, enfin, dans le royaume britannique, ça a une grande signification. En plus, il était très beau, je dois dire que ce couple était emblématique. Un couple glamour, et a contribué beaucoup, je crois, à maintenir le prestige de la monarchie chez nos voisins britanniques. Eh bien, qu'il repose en paix. Qu'il repose en paix, bien sûr. Vous aviez 2 lectures à nous... Oh, j'en aurais bien plus, mais j'ai
j'ai retenu ces deux-là parmi le flot de livres qui continuent de m'arriver. Je veux dire, j'en remercie à la fois les auteurs, surtout quand ils dédicacent plutôt aimablement leurs ouvrages, et les maisons d'édition. Cela étant, je ne peux pas tout lire. Je parcours, je lis souvent la conclusion, qui est symbolique. Mais là, j'ai deux. Il y en a un qui est de Serge Georges-Marc, je ne sais pas si on n'en a pas déjà parlé, qui s'appelle Les Têtes Moches. Ça ne me dit rien. On en a parlé. Ça ne me dit rien. Ça ne dit rien, non. Alors on en a parlé, je crois, la dernière fois, mais il me semblait. C'est un roman qui est assez truculent, et il faut le lire. Ça permet un peu de sourire dans les circonstances un petit peu tristes de l'actualité. Et puis un ouvrage alors de travail, on peut dire, là, d'un ami, Éric Delcroix, maître Éric Delcroix, qui doit être retraité maintenant, qui s'appelle Droit, conscience et sentiment. C'est un ouvrage dont la lecture n'est pas facile, mais profondément pédagogique. Elle apprend énormément de choses sur les droits de l'homme et quelquefois leur dangerosité. Eh bien, écoutez, Jean-Marie Le Pen, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.